Renforcer et dynamiser la coopération Sud-Sud, c'est l'ambition affichée par le Mali et le Maroc en organisant un forum d'investissement ouvert ce matin dans notre capitale. Plus d'une quarantaine d'entreprises marocaines prennent part à cette rencontre aux côtés des opérateurs économiques maliens. Autre événement de taille au Mali, celui de la réouverture du camp de Goundam. Le 52e régiment mixte de Goundam, commandé par le lieutenant Amadou Touré, est arrivé sur place. Il a pour mission de sécuriser l'ensemble de la zone du Fagibine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter cette édition que nous débutons comme chaque mercredi par le traditionnel Conseil des ministres tenu ce matin sous la présidence du chef de l'État. À mes côtés sur ce plateau, Ibrahima Djombele pour nous livrer le contenu du communiqué du dit Conseil. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir Nyanya Alou Traoré, c'est un plaisir d'être là avec toi. Mesdames et messieurs, à vous, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives sur présentation du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement numéro 5322 ML, signé ici à Bamako le 27 février 2014 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement IDA relatif au financement du projet de gestion intégrée des ressources en eau et de développement des usages à but multiple du bassin du fleuve Sénégal, PGIR 2. Le gouvernement du Mali a signé à Bamako le 27 février 2014 avec l'Association internationale de développement IDA un accord de financement d'un montant de 35 600 000 droits de tirage spéciaux, soit 26 455 millions de francs CFA environ, afin de faciliter sa participation au projet de gestion intégrée des ressources en eau et de développement des usages à but multiple du bassin du fleuve Sénégal, PGIR 2. Le PGIR 2, adopté par les États membres de l'OMVS, a pour objectif d'améliorer la gestion concertée des ressources en eau en vue du développement social, écologique, économique et durable du bassin. Le projet constitue la deuxième phase du programme et comprend une composante de développement institutionnel pour le renforcement des capacités institutionnelles de l'OMVS et des organes de gouvernement des pays participants, notamment à travers une formation sur les mesures d'adaptation au changement climatique dans le bassin du fleuve Sénégal, une composante développement des usages à but multiple des ressources en eau avec la réalisation d'aménagements hydro-agricoles, le développement de la pêche et de l'aquaculture en eau douce, la lutte contre les maladies hydriques et l'exécution d'activités pour améliorer la résilience au changement climatique, une composante planification et gestion des infrastructures. L'accord définit les conditions d'octroi et les modalités de remboursement du prêt. La ratification est une étape nécessaire à son entrée en vigueur. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de viabilisation du site des 1552 logements sociaux de Bamako, tranche 2011-2012, lot numéro 3, voirie et drainage des eaux pluviales. La réalisation des travaux de voirie et de drainage des eaux pluviales du site des 1552 logements sociaux de Bamako, tranche 2011-2012, s'inscrit dans le cadre du programme immobilier de construction de logements sociaux à travers tout le pays, mis en œuvre par le gouvernement. Les travaux objets du présent marché comprennent la réalisation des chaussées revêtues en enduit superficiel, de chaussées non revêtues en graveur latéritique, les terrassements généraux en remblai et déblai au niveau des voies, la réalisation de caniveaux à parois maçonnées pour le drainage des eaux pluviales et des ouvrages sous-chaussées nécessaires au drainage de ces eaux. Le marché est attribué après appel d'offres à l'entreprise BECM CG pour un montant de 4 245 millions de francs CFA environ et un délai d'exécution de 180 jours. Le financement est assuré à 100% par la Banque islamique de développement BID. Sur le rapport du ministre des domaines de l'État, des affaires foncières et du patrimoine, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret affectant
au ministère de la Culture la parcelle de terrain objet du titre foncier numéro 516 de la commune 3 du district de Bamako. Le palais des congrès a été créé en 2004 pour offrir un cadre approprié pour l'organisation de rencontres, d'échanges et de manifestations à caractère scientifique, professionnel et culturel. Sa dénomination a été changée en 2006 en Centre international de conférences de Bamako, CICB. Depuis sa création, cette structure est installée sur un titre foncier de l'État non affecté. L'adoption du présent projet de décret a pour objet de corriger cette lacune en affectant au ministère de la Culture la parcelle de terrain occupée par le CICB, objet du titre foncier numéro 516 de la commune 3 du district de Bamako, d'une superficie de 7 hectares, 44 ar, 98 centiares. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, chef de cabinet, Madame Fatoumata Sekou Diko, magistrat, conseiller technique, Monsieur Lassana Diakité, magistrat, Monsieur Boubacar Touré, magistrat, Monsieur Yeya Saï, magistrat, chargé des missions, Monsieur Sylvestre Kamisoko, journaliste, Madame Abikante, juriste. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, chef de cabinet, M. Moustapha Traoré, conseiller des Affaires étrangères, conseiller technique, M. Eli Prosper Amara Arama, inspecteur des services économiques, chargé de mission, M. Adama Diarra, juriste. Au titre du ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, secrétaire général, M. Samba Alhamdou Babi, administrateur civil, chef de cabinet, Madame Timbo Oumouba, agronome. Au titre du ministère de la Planification, de l'Aménagement du territoire et de la population, secrétaire général, M. Inaï Ag Mohamed, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions chargées de mission, M. Niafou Sissoko, professeur. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, chef de cabinet, M. Siaka Batuta Bagayoko, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Conseiller technique, M. Ataer Ag Mohamed, ingénieur de l'industrie et des mines, Madame Makalou Awa Anoun, ingénieur des eaux et forêts, M. Suleiman Sissé, ingénieur des eaux et forêts, M. Boubacar Diakité, ingénieur des constructions civiles, M. Baïkoro Fofana, ingénieur des eaux et forêts. Chargé de mission, Mme Diallo Ati Younoussa Maïga, journaliste et réalisateur. Au titre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, secrétaire général, M. Ngolo Koulibaly, ingénieur de construction civile, conseiller technique, M. Madiou Sango, magistrat. Au titre du ministère des Mines, conseiller technique, M. Ousmane Christian Diarra, administrateur civil. M. Lassana Guindo, ingénieur de l'industrie et des mines. M. Ousmane Mamadou Konaté, ingénieur de l'industrie et des mines. M. Assimi Banya Sidibé, ingénieur de l'industrie et des mines. Mme Binta Traoré, ingénieur de l'industrie et des mines. Chargé des missions, Mme Koulibaly Nana Diakité, ingénieur de l'industrie et des mines, M. Al-Mahadi Mustafa Sissé, juriste, M. Mohamed Lamine Diarra, économiste, directeur national de la géologie et des mines, Madame Lelenta Awa Bababa, ingénieure de l'industrie et des mines. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, conseiller technique, Madame Ki Anita Paré, professeur principal. Au titre du ministère des Maliens de l'Extérieur, secrétaire général, M. Chekne Deteba Kamisoko, magistrat. Conseiller technique, Mme Tangara Nema Guindo, professeur de l'enseignement supérieur, M. Abdoulaye Mako, chercheur, M. Broulay Keita, professeur de l'enseignement supérieur. Au titre du ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, secrétaire général, M. Djibril Soumbounou, administrateur civil. Conseiller technique, M. Oumar Maïga, professeur principal
de l'enseignement secondaire, M. Amadi Gansiri Batili, inspecteur de la jeunesse et des sports. Au titre du ministère des Sports, conseiller technique, Madame Si Fatoumata M. Babi, professeur de l'enseignement secondaire, M. Amadou Diara Yalkouye, conseiller des affaires étrangères, M. Oumar Maïga, administrateur des arts et de la culture, chargé de mission, M. Amadou Boiré, économiste. Au titre du ministère des Affaires religieuses et du culte, secrétaire général, M. Al-Hadi Koïta, administrateur des arts et de la culture. Chef de cabinet, M. Moussa Keïta, professeur de l'enseignement supérieur. Conseiller technique, M. Moussa Makalou, administrateur civil. Mme Keïta Zeynab Sissé, professeur de l'enseignement secondaire. Chargé de mission, M. Bakari Kouma, administrateur civil. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Énergie, le Conseil des ministres a examiné une communication relative au plan de redressement de la situation financière et opérationnelle du secteur de l'électricité dans le périmètre concédé à la Société Énergie du Mali SA pour la période 2014-2020. L'exploitation du réseau électrique interconnecté de la Société Énergie du Mali et des MSA a été caractérisée en 2013 par une forte augmentation de la demande par rapport à 2012, avec un taux de croissance de 17%. Il en a résulté de fortes perturbations dans la continuité du service public de l'électricité. En outre, le déficit de production a atteint le niveau exceptionnel de 111 MW en 2013, soit 45% de la demande. Sur le plan financier, au 31 décembre 2013, avec un solde de trésorerie négatif, d'importantes dettes fournisseurs et fiscales et des engagements sur le court terme auprès des banques locales, la situation de la Société Énergie du Mali demeure critique, et ce, malgré l'appui reçu de l'État sous forme de subventions de 57,5 milliards de francs CFA en 2013. Face à cette situation, le gouvernement a élaboré un plan de redressement de la situation financière et opérationnelle du secteur de l'électricité dans le patrimoine concédé à la Société Énergie du Mali SA et des MSA pour la période 2014-2020. Ce plan a été initié en vue de garantir la continuité du service public de l'électricité pour soutenir la relance des activités économiques de l'ensemble du pays. Il vise à renforcer les capacités de EDMSA pour lui permettre de mieux faire face à la forte augmentation de la demande d'électricité. Il présente la projection de l'équilibre entre l'offre et la demande en puissance et en énergie, les mesures nécessaires pour le renforcement du parc de production, ainsi que les incidences financières qui en découlent à la fois pour l'État, EDMSA et les usagers. Les recommandations pour la période 2014-2020 sont structurées suivant un plan d'action dont l'opérationnalisation permettra de renforcer la capacité de production d'électricité et de faciliter le transport de l'électricité à travers un réseau renforcé. L'opérationnalisation permettra également d'assurer une bonne gestion de la société en poursuivant l'installation des compteurs à prépaiement et l'utilisation du système de télérelève, l'application de la formule tarifaire à partir de 2015 et le réaménagement de la grille tarifaire de la moyenne tension. Et ce sera tout, Nana Alou Traoré, pour le Conseil des ministres d'aujourd'hui. Beaucoup de travail aujourd'hui au Conseil. Absolument. Merci. Bonne suite. Merci Ibrahima. Donc la suite de ce journal, nous allons rester à Koulouba, où le président de la République a successivement reçu en audience la représentante résidente de la Banque africaine de développement, BAD, au Mali, et le directeur Microsoft Afrique de l'Ouest et du Centre au Mali. Les détails, c'est avec Ramata Kounati. De la première audience, on peut retenir que la Banque africaine de développement BAD fête cette année ses 50 ans d'existence. Au Mali, les festivités débuteront dans 2 jours. Outre l'annonce de la célébration de ce cinquantenaire, la première responsable de la BAD était à Koulouba chez le président de la République pour d'autres raisons. C'était d'abord une visite de courtoisie que nous souhaitions faire et également parler
un peu des assemblées annuelles de la Banque au Mali et également qui vont se dérouler à Kigali, au Rwanda. Et enfin, faire le point sur les activités de la BAD au Mali en général. Nous avons plus de 800 milliards au cours de toutes ces années ont été investis au Mali. Le portefeuille actif actuel est de 134 milliards de francs CFA. La deuxième audience de ce mercredi à Koulba fut celle accordée aux représentants de Microsoft. Avec eux, il a été question de mettre à la disposition des étudiants maliens des ordinateurs portables. On a répondu oui à l'appel du gouvernement du Mali pour accompagner un projet qui tient à cœur au chef de l'État, qui est d'équiper les étudiants en outils informatiques. Microsoft est présent ici au Mali depuis plusieurs années. Donc nous allons continuer à approfondir l'engagement de Microsoft qu'on a au pays. On a déjà un apport des plus hautes autorités maliennes pour arrimer le Mali à la modernité, c'est-à-dire réduire la fracture numérique. Et on pense pouvoir être à la hauteur de cette tâche. Ces échanges participent de l'amélioration des conditions d'apprentissage dans nos universités, de quoi réjouir les chefs des départements concernés. Le Mali a la ferme volonté de faire un saut qualitatif dans le numérique. Et un tel saut, s'il se prépare à l'université, devient plus pertinent. Je considère que c'est l'amorce d'un nouveau partenariat. Vous le savez, lors de la campagne électorale, le président Ibeka avait promis que les étudiants maliens seraient dotés d'un PC. Ça n'était pas qu'une promesse de campagne, ça n'était pas une promesse gadget. Aujourd'hui, c'est presque devenu une réalité. Pas encore, nous y travaillons, mais avec nos partenaires de Microsoft, nous sommes en train d'étudier les modalités de conversion de cette promesse en réalité. D'une audience à une autre, celle accordée par le Premier ministre Aliou Yatassaye. Cet opérateur économique est le premier inventeur du smartphone malien appelé Yatco. Moussa Mara a également reçu la délégation marocaine conduite par la présidente du patronat marocain. Pour rappel, cette délégation prend part au premier forum d'investissement Mali-Maroc. Youssouf Diakité, compte rendu. Le Premier ministre et les opérateurs économiques marocains échangent sur comment dynamiser davantage les relations commerciales entre les deux pays. L'engagement du secteur privé de faire de ce partenariat public-privé entre les deux États pour pouvoir avoir un maillage et un courant d'affaires pour créer non seulement de l'emploi, mais également partager un savoir-faire et être dans une dynamique proactive pour l'émergence l'accélération de l'émergence de nos économies. Avec les Marocains, nous allons parler de création d'emplois, de création de richesses, de création d'entreprises. Nous sommes venus faire une visite de courtoisie à M. le Premier ministre et nous l'avons dit que nous sommes là pour concrétiser la volonté de nos deux dirigeants. Juste après, le Premier ministre a reçu le directeur général de Yatco, l'inventeur de la marque Youv Smart, le smartphone malien. Un jeune qui a l'ambition de réaliser des investissements importants dans le domaine des technologies au Mali et de s'adosser sur notre pays pour se déployer ailleurs en Afrique de l'Ouest, en Afrique et peut-être même au marché occidental. C'est aussi un signe d'encouragement. Évidemment, les autorités que nous sommes, nous ne pouvons pas rester à côté. Donc, M. Yatassaye, avec sa société Youv, l'État va employer tout ce qu'il faut pour qu'un partenariat stratégique naisse entre les autorités et cette compagnie, avec un volet industriel, avec un volet commercial, pour non seulement développer ces technologies au Mali, mais aussi permettre à notre pays d'être à l'avant-garde dans ce domaine-là. C'était d'abord une inspiration, une conception de réfléchir à un produit et donner une solution au marché. Le marché qui est un marché africain et mondial. Aujourd'hui, en Afrique, les gens n'ont pas assez de revenus pour payer des téléphones très chers. Et même en Europe, il y a quand même une grande partie de la population qui n'a pas les revenus nécessaires pour payer les téléphones très chers. Tout ceci participe de la volonté d'assurer le développement durable du Mali, a conclu le Premier ministre.
Et ce rendez-vous à retenir dans nos programmes, l'ERTM vous propose ce soir un magazine télévisé sur la participation du Mali au dernier Forum économique mondial sur l'Afrique tenu à Abuja. On se rappelle, la semaine dernière, le Premier ministre Moussa Mara avait représenté le chef de l'État à cette rencontre mondiale, une occasion pour mener des rencontres bi- et multilatérales et de montrer la voie d'un Mali résolument tournée vers son avenir avec ses nombreux partenaires. La participation du Mali au 24e Forum économique mondial sur l'Afrique, c'est ce soir après ce journal télévisé avec nos envoyés spéciaux Tchessira Dambélé et Idrissa Traoré. Imprimer une nouvelle dynamique à leur coopération économique, c'est l'ambition affichée par le Mali et le Maroc en organisant ce premier forum d'investissement. Maliens et Marocains sont réunis à Bamako afin d'identifier de nouvelles opportunités d'investissement dans les secteurs de l'agriculture, l'agro-industrie et le développement des infrastructures. Près d'une quarantaine d'entreprises marocaines prennent part à cette rencontre de 2 jours aux côtés des opérateurs économiques maliens. Brahma Traoré, les détails. Si la bonne coopération se ressent par les actes entre le Mali et le Maroc, un palier supplémentaire vient d'être franchi. Les investisseurs marocains et maliens ensemble pour explorer de nouvelles opportunités d'investissement. C'est le principal enjeu du premier forum économique maliano-marocain. De véritables opportunités d'investissement existent au Mali dans le domaine de l'énergie, de la santé, des mines, du transport et surtout de l'agriculture. Et aujourd'hui, le domaine de l'industrie, la transformation de la valorisation industrielle des produits agro-pastoraux constitue des opportunités à saisir. Il en est de même pour la construction. L'exercice des 2 jours vise à améliorer davantage le climat des affaires au niveau des 2 pays. C'est ainsi que les échanges vont porter sur les secteurs clés tels l'agriculture, les mines, le financement des promoteurs immobiliers, l'agroalimentaire et l'industrie. Au lendemain de la crise multiforme, le Mali est désormais un bon risque pour l'investissement. Je voudrais, pour le secteur privé, vous dire que les entreprises marocaines, pour leur part, ont un devoir qui est celui de faire en sorte de créer cette croissance conjointe et de richesse partagée. Les conditions sont réunies aujourd'hui, grâce à vous tous, et faisons en sorte que nos actes aillent au-delà de nos intentions. Au cours de ces premiers forums économiques, Maliens et Marocains vont magnifier leur coopération. De la télécommunication à la banque en passant par la santé et l'éducation, le Mali et le Maroc ont une coopération multiforme et diversifiée. Je voudrais, au nom du président de la République et du Premier ministre, vous assurer de la disponibilité entière et constante du gouvernement du Mali de faire de cette coopération bilatérale un bel exemple de coopération sud-sud dynamique au bénéfice exclusif de nos 2 populations. Le premier forum d'investissement Mali-Maroc doit aboutir à des recommandations susceptibles de renforcer et de dynamiser davantage la coopération économique entre les 2 pays. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra le jeudi 15 mai 2014 et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur question orale adressée au ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, adoption du procès verbal de la séance plénière du 29 avril 2014, jour suivant, délibération sur des projets de loi intéressant la vie de la nation, examen d'un projet de résolution et communication. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés et la séance est publique. Nous parlons de l'Assemblée nationale. Restons-y où l'ambassadeur de Cuba au Mali, celui de Turquie et le député maire en France, Guy-Michel Chauveau, ont été successivement reçus en audience par Issaka Sidibé. Au cours des entrevues, il a été question du renforcement des liens d'amitié et de coopération. Daouda Sidiki Diarra, reportage. La première audience du président de l'Assemblée nationale a eu lieu avec l'ambassadeur de Cuba. Elle a porté sur le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les 2 parlements d'une part et les 2 pays d'autre part. D'une façon générale,
Cuba et le Mali ont une large histoire de coopération dans les domaines parlementaires, dans les domaines économiques, dans les domaines sociaux, dans les domaines politiques, lequel n'a été jamais perdu. Cuba et le Mali sont comme deux frères avec une même maman et avec un même papa. Nous venons de recevoir 28 médecins qui sont diplômés à Cuba dans différents domaines de la médecine, qui sont déjà sur place, prêts à travailler pour le peuple malien. Il y a d'autres 32 qui sont à Cuba et qui vont revenir cette année, pendant qu'il y a d'autres qui sont toujours à Cuba en train de finir ses études comme médecins. L'honorable Issaka Sidibé a souhaité une reprise rapide des activités de coopération qui ont subi des perturbations suite à la crise. Il a par ailleurs évoqué la relance de la formation dans le domaine de la musique, secteur dans lequel Cuba excelle. Le nouvel ambassadeur de la Turquie a pris fonction il y a une semaine de cela dans notre pays. Il a été reçu par le président de l'Assemblée nationale. Nous avons parlé avec monsieur le président sur le sujet de relations entre la Turquie et le Mali, l'élévation plus augmentation de relations entre les parlements des deux pays. Nous pouvons dire que les relations politiques bilatérales et en plus les relations bilatérales commerciaux en santé, agriculture, en tout domaine, la Turquie est toujours aux côtés du peuple malien. Le président de l'Assemblée nationale a assuré les diplomates du soutien de l'institution pour mener à bien sa mission au Mali. Guy Michel Chevaux, député maire en France, est la troisième personnalité reçue à l'hémicycle. Après avoir rendu une visite de courtoisie à l'honorable Issaka Sidibé, le député maire et sa délégation ont eu une séance de travail avec le groupe d'amitié Mali-France de l'Assemblée nationale. Toujours en parlant de coopération, hier soir dans notre journal, on vous le disait, plus de 5 milliards de francs CFA ont été offerts par la Suisse au Mali. Aujourd'hui, elle ajoute une nouvelle dynamique à nos liens d'amitié en inaugurant à la Cité du Niger son bureau de coopération. Les programmes de coopération suisse portent entre autres sur l'éducation, la formation professionnelle, le développement rural. Plusieurs personnalités comme l'envoyé spécial de la Suisse pour le Sahel, Didier Berbera, ont pris part à la cérémonie inaugurale présidée par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Garibou Pouilou pour le compte-rendu. 13 mai 2014, c'est le grand jour pour la Suisse et le Mali. Muriel Bercé-Koyen, l'ambassadeur de la Suisse au Mali, est fière d'inaugurer le bureau de la coopération suisse situé à la Cité du Niger, au cœur de la capitale. Elle a profité de cette cérémonie pour rappeler aux officiels les axes de sa coopération qui correspondent aux priorités de l'État malien. Nous avons un accent dans le domaine de l'éducation. Ensuite, dans l'éducation, nous nous concentrons aussi sur la formation professionnelle. Par ailleurs, la décentralisation est aussi un axe de notre coopération. Nous avons aussi un accent, enfin, dans le développement rural, parce que le Mali est un grand pays. Une trentaine de bureaux, 2 salles de conférence et une paillote de 20 personnes, c'est la composition architecturale de la représentation diplomatique. L'excellent choix des matériaux, le respect des normes de sécurité, les directeurs résidents du développement et de la coopération n'ont aucun mal à convaincre les officiels. Vous voyez, on a 2 bâtiments identiques sur une parcelle assez grande. Donc on a un premier bâtiment qui donne sur la route, qui est le bâtiment qui est dédié à la direction du bureau, plus les opérations. Donc vous avez les chargés de programme à l'étage, en bas, et la direction en haut. Dans le premier bâtiment, ça c'est le bâtiment, comme je vous ai dit, sur la route. Et le deuxième bâtiment qui donne sur le jardin, c'est le bâtiment de l'administration et des financiers. La Suisse décide de s'installer au Mali aussi longtemps qu'on ne peut l'imaginer. L'avenir de cette coopération passe par la coupure du ruban symbolique. Nous le voyons comme une marque de grande amitié, qu'au moment où le pays se stabilise et se remet sur pied, que la Suisse décide de renforcer sa présence à travers cette belle bâtisse
qui est désormais sa représentation diplomatique, nous venons de signer un accord avec la Suisse d'un montant avoisinant 6 milliards de francs CFA. Le coût de réfection du bâtiment qui vient d'être inauguré s'élève à environ 500 millions de francs CFA. Présente aux côtés du Mali pour lutter contre la pauvreté, la Suisse appuie dans le cadre du développement les régions de Sikasso, Mopti et Tombouctou avec un budget annuel de près de 11 milliards de francs CFA au profit des populations. Le numéro 2 de la MINUSMA, Abdoulaye Bathily, en fin de mission dans notre pays, il vient d'être nommé représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Pour lui souhaiter un bon départ et plein succès dans sa nouvelle fonction de le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, a offert un dîner. Abdoulaye Bathily de souhaiter une fin rapide de cette crise qui permettra aux Maliens de reconstituer leur histoire. Voilà, dîner de départ offert par le ministre des Affaires étrangères. La reprise de l'aide bilatérale et de la tenue du séminaire sur l'aide au développement, c'était l'objet de la réception organisée cet après-midi à la résidence de l'ambassadeur du Japon au Mali. Devant plusieurs amis du Japon, l'ambassadeur a rappelé le montant de l'aide japonaise en faveur du développement du Mali, un montant qui s'élève à plus de 500 milliards de francs CFA. Mamoudou Sidibé, les détails. L'aide bilatérale au développement du Japon avec le Mali est effective. Une aide qui était suspendue suite à la crise de mars 2012. La reprise a été décidée le 20 mars 2014 à la faveur des efforts déployés par le Mali dans la consolidation de la paix et de la démocratie. Malgré la décision de suspension de l'aide, le Japon est resté aux côtés du Mali. Le Japon est resté et demeurera toujours aux côtés du peuple malien. Je tiens à souligner qu'en 2013, le Japon a accordé une aide humanitaire d'urgence d'un montant global de 82,4 millions de dollars américains, soit plus de 40,3 milliards de francs CFA. De plus, le Japon a fourni en 2014 déjà une assistance financière d'un montant total d'environ 40,5 millions de dollars américains, soit environ 19,8 milliards de francs français. En plus de ces dons, le Japon a accordé en 2013-2014 à environ 50 fonctionnaires maliens des stages de qualification. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette aide bilatérale, l'Agence japonaise de coopération internationale organise un séminaire sur l'aide publique au développement pour le Mali du 21 au 29 mai 2014 au Japon. Prendront part à ce séminaire 11 fonctionnaires maliens. Un mot de santé avec cette bonne nouvelle, le scanner de l'hôpital du Point G, arrêté depuis quelques mois suite à un incendie, est désormais opérationnel. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a visité cet après-midi les équipements mis en place pour le fonctionnement du scanner. C'était en présence de nous, Sissoko. Après avoir constaté en décembre dernier les dégâts causés par l'incendie sur les installations électriques du scanner de l'hôpital du Point G, le ministre de la Santé avait donné une instruction. Il s'agissait de mener des études approfondies pour la restauration des équipements. Nous avons ordonné la reprise de toute l'installation électrique. Nous avons acquis un nouvel onduleur et nous avons exigé des vérifications et des tests de profondeur avant d'ouvrir le service au public. Et j'ai tenu à faire le déplacement pour constater la qualité du travail et puis la qualité du service de l'onduleur. Et aujourd'hui, j'ai un sentiment de satisfaction. La réhabilitation des installations a coûté 47 millions de francs CFA. Le visiteur du jour a suivi l'examen au scanner d'un patient qui souffre d'altération de la conscience. L'enregistrement du malade est une acquisition qui consiste à lancer la note et ça nous permet d'avoir les différentes images à partir du moniteur d'acquisition. Ces images sont immédiatement transférées sur le moniteur de traitement.
Et après, nous on fait la sélection des images et on envoie sur le médecin radiologue pour la lecture. À la fin de sa visite, le ministre de la Santé a invité le personnel médical à s'investir pour obtenir un meilleur rendement après l'acquisition de ces équipements. À noter que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ousmane Koné, prendra part à la 67e Assemblée mondiale de la santé qui se tiendra du 19 au 24 mai 2014 à Genève, en Suisse. Le ministre Koné se rendra ensuite à Toronto, au Canada, à l'invitation du gouvernement canadien. Il aura des échanges avec les autorités canadiennes sur la santé de la reproduction au Mali. Demain s'ouvrira dans notre capitale la 3e réunion du comité de suivi de la conférence de Bruxelles. Au cours de cette rencontre, des dossiers importants feront l'objet de discussions entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers, notamment le programme d'urgence pour la relance du développement dans les régions nord piloté par le ministre de la Planification. Quels sont les acquis de ce programme à charge de la réhabilitation et de la reconstruction des infrastructures dans les régions nord? La réponse, c'est qu'avec le ministre Cheikhna Hamadi Diawara, il est au micro de Moussa Arimaïga. Il nous a été demandé en fin d'année 2013 de dégager les priorités parce que 101 milliards, c'était visiblement au-delà des capacités du budget national et des partenaires pour aller vite et même des capacités d'absorption sur le terrain, donc de mise en œuvre. Nous avons estimé que pour aller vite, les procédures des marchés publics vont être trop lentes pour un programme d'urgence. Donc nous avons fait appel aux agences que sont la GTIP et la GTR qui ont un manuel de procédure qui autorise des méthodes accélérées de mise en œuvre de programmes de ce genre. Et nous avons donc conçu les conventions à faire signer entre les gouverneurs de région qui ont la maîtrise d'ouvrage de ce programme. C'est eux qui gèrent en réalité les fonds qui sont mis à leur disposition. Donc, entre ces gouverneurs et les agences qui ont la maîtrise d'ouvrage déléguée. Depuis, nous suivons l'exécution de ce programme sur la base d'une réunion hebdomadaire. En termes d'acquis, il y a énormément de choses qui ont été faites, mais quand on prend une région comme Kidal, la résidence du gouverneur, les bureaux de plusieurs services techniques, des administrations, ont été réhabilités. À Tessalite, des écoles ont été réhabilitées. C'est la même chose à Douanza, c'est la même chose à Djabali. Nous avons veillé à ce que tout soit traçable. Et vous pourrez suivre juste après ce journal un magazine spécial sur le programme d'urgence pour la relance du développement dans les régions nord, toujours avec Moussa Arimaïga. À Tombouctou, l'armée malienne poursuit son implantation à travers la région. C'est ainsi que le 52e régiment mixte de Goundam, commandé par le lieutenant Amadou Touré, vient d'être installé. Ce détachement militaire a pour mission de sécuriser l'ensemble de la zone du Fagibine et dissuader les coupeurs de route qui sont fréquents dans le secteur. Sur place, les populations se sont réjouies de l'arrivée des FAMA dans leur localité pour assurer leur sécurité, nous précise Adama Djimdi. En décidant de réinstaller le 52e régiment mixte de Goundam, les forces armées de sécurité du Mali réoccupent le terrain pour de bon. Ce poste a pour mission de sécuriser les populations et de dissuader d'éventuels coupeurs de route nombreux dans la zone. Le colonel Kiba Sangaré, chef des opérations militaires de Tombouctou, est venu remonter le moral des hommes. L'objectif, c'est de venir remercier le lieutenant et ses hommes qui sont la première fois à ouvrir le 52e régiment de Goundam en vue de pouvoir faire des patrouilles au-delà de Goundam en synergie avec les forces qui se trouvent à Niafouké pour augmenter la sécurisation, surtout avec le début de la mise en valeur du lac Fagibine et surtout l'ouverture de la construction de la route. Le camp de Goundam est commandé par le jeune lieutenant Amadou Touré qui s'est dit fier de l'accueil dont lui et sa troupe
ont fait l'objet. On lance un appel aussi à la population et puis aux jeunes de Goundam pour ceux qui passent avec les engins à 2 roues ainsi qu'à 4 roues, s'ils peuvent diminuer un peu l'allure sur le tronçon. Ce genre de détachement doit être installé dans les zones les plus reculées pour neutraliser les positions ennemies. Le Centre international pour le conseil et la formation vient d'être gratifié par Business Initiative Direction pour la qualité de ses services. Cette structure créée en 2010 au Mali a reçu le 14 avril dernier en Allemagne un trophée dénommé Arch for Europe. Le prix a été présenté cet après-midi au ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle par la directrice du dit centre, Berthe Minia Bengali. Le ministre Mahaman Babi a félicité la promotrice du centre pour cette récompense. Nous l'écoutons au micro de Abdraman Maïga. Le gouvernement malien que j'ai l'honneur de représenter ici est particulièrement comblé de voir un institut du pays se faire classer de la plus belle manière. Cette distinction est assurément synonyme d'une reconnaissance de l'engagement du centre en faveur de la qualité et de l'innovation. Nous fondons l'espoir à présent que la classe intellectuelle européenne en général et celle de l'Allemagne en particulier s'intéresseront de plus en plus à nos entreprises qui se distinguent par leur performance, en l'occurrence le Centre international pour le conseil et la formation. L'intérêt hautement salutaire, orienté prioritairement sur votre centre, prouve de façon éloquente que celui-ci est une référence, une vitrine nationale, notamment en matière de formation professionnelle continue. Cette symbolique, nous l'espérons, constituera pour vous une source intarissable de fierté. En inscrivant vos actions de formation dans une logique de formation-emploi et en vous installant au cœur du monde du travail à travers vos offres de services, à savoir le recrutement, le placement, l'informatique et le conseil, vous avez donné à votre centre une vocation professionnelle qui mérite soutien et accompagnement. À présent, ce fait divers, Bamako encore frappé par un incendie, c'était hier soir et cette fois-ci, c'est l'usine plastique qui a pris feu à la zone industrielle. La protection civile et la SECNA ont conjugué leurs efforts pour circonscrire le feu qui a complètement détruit l'usine. Cheikh Oumar Sangaré nous en parle. Incendie, encore de l'incendie dans la capitale malienne. En effet, hier en début de soirée, l'usine Plastique Sarl, située à côté de la manutention dans la zone industrielle, a pris feu. On nous a appelé à 19h30 pour dire que l'usine a pris feu. Et on est venu comme tout le monde. Depuis 3 heures, on essaie, mais ce n'est pas encore fini. La direction régionale de la protection civile, informée, a aussitôt mobilisé tout son arsenal anti-feu. La SECNA est aussi venue en renfort logistique. Mais malgré tout, le feu persistait car non seulement la météo était défavorable aux pompiers, mais aussi ce sont des tas de déchets plastiques qui se trouvaient sous les flammes. La surface est assez grande. Vous le voyez, c'est pratiquement toute une usine dont le feu est susceptible de se propager sur les tiers qui sont à côté et qui sont aussi des structures assez à risque. Ce qui nous permet aujourd'hui de voir, depuis que nous sommes là, de circonscrire à ce feu et de l'empêcher de se propager sur les tiers. Les pertes sont visiblement énormes. On a perdu beaucoup. On ne peut pas chiffrer actuellement parce que tout est perdu. Il n'y a plus rien qui est resté. Difficile de savoir à l'heure actuelle l'origine de l'incendie. Mais de toute évidence, le non-respect de certaines normes de sécurité a compliqué davantage la tâche aux soldats anti-flammes. Par exemple, l'absence de poteaux d'incendie sur le site de l'usine. Bon, la difficulté essentielle pour nous, c'est le point d'approvisionnement d'eau, parce que il se trouve que dans toute cette zone, il n'y a pas de point d'eau, c'est-à-dire les poteaux d'incendie, apparemment qui devaient être les sources d'alimentation d'eau au niveau de cette usine. Malgré l'heure tardive, le ministre de l'Industrie et de la Promotion des Investissements, Moustapha Ben Barka, et l'honorable Karim Keïta étaient sur les lieux.
Les autorités du district de Bamako ont procédé ce matin à la démolition des infrastructures érigées tout au long de la bande des 140 mètres 6 à Sabalibrou en commune 5 en dépit des nombreuses réunions de sensibilisation et des communiqués diffusés par voie de presse. Cette bande conçue pour servir d'espace d'embellissement de Bamako depuis quelques années fait l'objet d'occupations irrégulières de la part des particuliers ne détenant ni titre ni autorisation de construire. Ces personnes identifiées au nombre de 280 sont du reste des déguerpis de la dite bande et qui ont été dédommagées et recasées par l'État à Kabala. Une récente mission du gouvernorat du district dépêché à Kabala pour une vérification contradictoire de la situation des parcelles de recasement des déguerpis de la bande des 140 mètres a fait le constat suivant. Sur les 280 parcelles identifiées, 131 notifications ont été enlevées, 159 parcelles ont été recensées vides et 86 parcelles partiellement construites ou habitées à la date du 23 avril 2014. Avec la présente démolition, les autorités du district n'ont fait qu'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Direction Sélégué avec le démarrage des travaux de la rencontre sous-régionale de recyclage des maîtres formateurs en gestion intégrée de la production des déprédateurs du coton à travers les champs-écoles des producteurs. Cet atelier de recyclage de 5 jours porte sur 3 thèmes: l'éducation non formelle dans les champs-écoles, les alternatives à la lutte chimique et l'organisation de la formation des facilitateurs. La rencontre regroupe une trentaine de participants venus du Burkina Faso, du Sénégal et du Mali. Envoyés spéciaux à Sélingué, Lamine Keita et Aloubé Kone. Le projet gestion intégrée de la production des déprédateurs veut renforcer les capacités des maîtres formateurs dans le système de production cotonnière. Le but est de favoriser l'intensification agricole durable, la réduction des risques liés aux pesticides et l'amélioration des conditions de vie des producteurs. La rencontre sous-régionale regroupe les participants du Burkina, du Sénégal et du Mali. L'atelier de recyclage placé sous le signe du personnel porte sur 3 thèmes majeurs: l'éducation non formelle, les alternatives à la lutte chimique et l'organisation de la formation des facilitateurs. Ils sont tous importants et on pense qu'ils contribueront à la conduite de ces pays dans les différents pays. Au cours de cette session, il s'agit également de promouvoir l'approche champ-école des producteurs. L'approche champ-école des producteurs est très importante parce que ça permet de donner une bonne formation et aux facilitateurs et surtout aux producteurs, puisque l'aboutissement que nous recherchons, c'est la productivité pour augmenter la production au niveau des producteurs et surtout l'amélioration des revenus. Le programme gestion intégrée de la production des déprédateurs à travers les champs-écoles a été introduit en Afrique de l'Ouest par la FAO il y a plus de 10 ans. Restons dans le monde paysan. Je vous invite à suivre cette journée agricole qui a permis à des chercheurs producteurs maraîchers d'échanger leurs expériences sur des parcelles de démonstration de piments à Kabé dans la commune de Sanankoroba. Il s'agit d'offrir aux acteurs de la chaîne de valeur des légumes de nouvelles opportunités afin d'accroître leurs revenus et de réduire la pauvreté. Nous, Sissoko. Combattre la pauvreté par l'application des nouvelles techniques aux légumes, c'est le projet conçu et mis en œuvre par l'IPER-IFRA et ses partenaires. Ce projet propose une dizaine de variétés de piments à des producteurs maraîchers sur des parcelles d'expérimentation à Kabé dans la commune rurale de Sanankoroba. Le piment, la moyenne de rendement, si on prend les pays africains, notamment l'Afrique de l'Ouest, c'est autour de 6 tonnes à l'hectare. Il y a des variétés ici que je connais très bien. Par exemple, si on prend le Nissandia, son rendement peut atteindre les 20 tonnes à l'hectare. Bien que le piment soit développé au Mali, mais la rentabilité est très faible parce qu'à cause des virus et des maladies. Donc nous sommes venus ici pour introduire un nouveau genre de piment qui est très rentable et qui résiste aux maladies locales. La filière piment ainsi expérimentée augmente les revenus des producteurs selon le directeur général de l'IPER-IFRA.
À certaines périodes de l'année, 1 kilo de piment se vend, un seul kilogramme de piment peut se vendre à plus de 6 000 francs CFA. Donc c'est dire que, n'est-ce pas, ce produit est un produit, n'est-ce pas, essentiellement de rente. Les maraîchers du village de Kabé et environ se disent prêts à appliquer ces nouvelles techniques. Mais le problème majeur demeure le manque d'eau. Ici, pour avoir de l'eau en abondance, il faut des forages qui nécessitent des moyens financiers importants. Allez, faisons siffler le train dans ce journal avec ce saut à présent dans le passé pour parler de l'arrivée à la gare de Bamako du premier train à vapeur de la voie ferrée Caille-Niger. C'était le 13 mai 1904 à 13h. Pour rappel, le Caille-Niger est le premier tronçon exécuté du réseau ferroviaire Dakar-Niger. Ce vieux rêve de Louis Faidherbe, gouverneur du Sénégal, a été concrétisé en 1924 par le raccordement des tronçons Thiès, Caille et Caille-Niger. Contexte et évolution des travaux du Dakar-Niger, c'est dans ce dossier réalisé par Lamine Tchekoura Koulibaly et Mohamed Ould Mamouni. C'est en 1881 que débute la construction de la voie ferrée Caille-Niger, premier tronçon d'un réseau ferroviaire qui s'appellera le Dakar-Niger parce que reliant l'océan Atlantique à partir du port de Dakar à Koulikoro sur le fleuve Niger. Le Caille-Niger est le tronçon qui se trouve sur le territoire malien. C'était la ligne prioritaire pour le gouvernement français. Le projet avait aussi effectivement des objectifs militaires. Pour pouvoir s'engager dans le Soudan, il fallait aller vite. Et surtout, on avait peur que l'Angleterre ne vienne prendre effectivement le fleuve et aller à Tombouctou. Il y avait 3 projets de construction de chemin de fer après la mise en place de l'administration coloniale au Sénégal. D'abord, la ligne de chemin de fer qui devrait joindre Saint-Louis à Dakar parce que tout simplement, le port de Saint-Louis ne paraissait pas favorable effectivement aux navires à cause de la barre. Le deuxième projet, c'était de construire une ligne de chemin de fer Thiès-Caille. Mais tout ça, c'était des projets qui, en réalité, devraient être financés par des compagnies privées. Le troisième, c'était la ligne Caille-Bamako. Bamako était la fin d'un bief navigable qui allait de la Guinée jusqu'effectivement à Bamako. Nous sommes au 19e siècle, celui de la révolution industrielle et du rail. La recherche de profit, de débouchés et de matières premières poussant les pays industrialisés d'Europe, comme l'Angleterre et la France, à la conquête de zones d'influence. L'histoire du chemin de fer en Afrique de l'Ouest et donc du Dakar-Niger se situe dans ce contexte. Dans ces espaces à coloniser, alors, il y avait très peu d'infrastructures de pénétration pour avoir accès au marché et pour avoir accès effectivement aux matières premières. C'est seulement les voies fluviales et même là, ce n'était pas maîtrisé. Et c'est la raison pour laquelle on va envoyer des missions d'exploration pour aller identifier les cours de ces fleuves. Les projets de route, dans ces conditions avec nos climats et puis les difficultés de main-d'œuvre et tout ça, il était extrêmement difficile d'engager un projet de route. Effectivement, même si ça a été envisagé pendant longtemps. Commencée en 1881, la construction de la voie ferrée de Caille-Niger s'achève en décembre 1904 à Koulikoro, après 27 ans de travaux. Ainsi, le premier train arrive à la gare de Bamako le 13 mai 1904 à 13h. Ça va poser beaucoup de problèmes parce que tout simplement, il n'y a pas eu suffisamment de temps pour faire des études sérieuses. L'objectif était beaucoup plus grandiose parce qu'on prévoyait effectivement un raccordement d'Alger à Dakar. Et cette ligne transsaharienne qui devrait passer par là, on avait mis plusieurs missions pour faire ce travail, mais toutes ces missions ont échoué et pour cela, on s'est engagé directement dans le 4e projet qui était le projet qui a été lancé par le gouverneur général du Sénégal. Il y avait des trains à vapeur. C'est servi par, on les sert avec le bois. Après, il y a eu des dieselisation. Vers les 1950, il y a eu des trains à dieselisation. Le raccordement des tronçons Caille-Niger et Thiès-Caille en 1923 et l'abandon du tronçon fluvial Saint-Louis-Caille consacrent le réseau ferroviaire Dakar-Koulikoro. Le rêve de Faidherbe vient d'être réalisé. Un réseau continu de voies ferrées relie désormais l'océan Atlantique au fleuve Niger avec un vaste ensemble aux potentialités énormes. Le chemin de fer va faciliter l'exploitation de ces potentialités et constituer un pont commercial entre la France, le Sénégal, le Soudan.
Voilà, sur ce prend fin ce journal. Merci de votre fidélité à l'ERTM. Les nouvelles du temps, c'est après ce journal avec Abibatou Diakité. Demain, 10h, 13h, Kadiatou Kone. Moi, je serai là à même heure, même plateau, c'est-à-dire 20h. Excellente soirée en notre compagnie et grand merci à nos téléspectateurs de la Suisse. Bonsoir à tous.